qui est à mes côtés, est directeur de LEPC, les entreprises pour la cité. Et on a décidé de se réunir pour organiser un événement autour du sujet des plateformes de l'engagement solidaire, et comment transforme-t-elle la relation entre associations et entreprises. On est ici logé chez Equimetrix, qu'on remercie, c'est un client de vendredi, si je ne me trompe pas, donc merci de nous avoir mis en relation. On est logé dans un super chouette lieu, donc on est très content de vous accueillir ici. C'est un prêt de salle, voilà, c'est important de le préciser. Et on remercie chaleureusement Equimetrix de nous faire l'amitié de nous accueillir ici, dans cet endroit. C'est un sujet qui a interpellé quand on l'a imaginé. Il y a à peu près 130 inscriptions. On sait que le taux de déperdition est toujours important entre les inscriptions et celles et ceux qui viennent vraiment à l'événement, mais en tout cas, on sait que c'est un sujet qui a fait mouche d'une certaine façon. Et nous, on a décidé de le porter ensemble avec les entreprises pour la cité pour une raison simple, c'est qu'on a des échos sur ce sujet qui sont très variés. Des associations, des entreprises qui sont très heureuses de passer par des plateformes, des associations, des entreprises qui sont plus interrogatives par rapport à ces plateformes-là, qui sont un service qui s'est développé il y a grosso modo 5 ans. Il y a eu une explosion de plateformes dans les 5 dernières années. Et on s'est dit que c'était important d'en parler, de poser le sujet ensemble, de vous faire aussi interréagir sur ce sujet-là, de ne pas rester juste entre nous, d'avoir un moment d'ouverture avec la salle pour essayer de comprendre les différents points de vue, mettre de la nuance dans ce sujet et de le faire en collectif. C'est vraiment l'intention de ce moment-là, c'est d'avoir un moment de partage et d'écouter les différentes voix, même si elles sont dissonantes. Parce que c'est grâce à ces dissonances, c'est grâce à ces différentes contraintes qu'on pourra avancer collectivement vers quelque chose qui sera peut-être un mieux. En tout cas, c'est l'intention qui est la nôtre ce matin. Et une dernière intention, c'est de ne pas laisser le sujet impensé. Le monde associatif est un monde qui est très vaste, qui est très varié, avec des acteurs qui sont très différents, idem du côté du monde des entreprises. Et il y a des sujets aujourd'hui dont on ne se saisit pas encore, parce qu'ils sont nouveaux. On est dans un monde qui change et qui change vite. Donc l'objectif, en se réunissant entre les entreprises pour la cité et Pro-Bono Lab, c'est d'essayer de mettre de la pensée sur des choses qui se développent sous nos yeux, mais qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder. Donc vraiment, c'est notre envie aujourd'hui, en réunissant nos intervenantes et intervenants. Merci Agathe. Donc, je suis Yann Tanguy, très heureux d'animer avec Agathe cette discussion. Donc Agathe vous a expliqué pourquoi ce moment, et peut-être que vous nous dites pourquoi nous. Alors pour Pro-Bono Lab, bon, c'est évident, hein, c'est l'engagement solidaire est au cœur de l'action de l'association. Pour les entreprises pour la cité, que vous connaissez sans doute, donc on a un réseau d'entreprises engagées dans l'innovation sociale, dans l'éducation, l'inclusion, la diversité et le mécénat. On a un périmètre donc un peu plus large, mais ce qu'on a constaté, c'est que nos adhérents, qui sont des entreprises et des fondations principalement, accordent une place de plus en plus importante à ce sujet. On voit dans nos discussions au quotidien, il y a 2 obsessions en ce moment chez nos adhérents, c'est les métiers en tension et comment engager plus les collaborateurs. Et donc voilà, cette part croissante a fait que on a décidé d'en faire notre fil rouge pour cette année, l'engagement collaborateur, et donc cet événement s'inscrit bien dans notre plan d'action. Et donc les univers se complètent bien avec ceux de Pro-Bono Lab. Nous, on est animateurs de réseau. Vous êtes en quelque sorte animateurs de partenaires. Voilà, il se joue quelque chose d'important avec l'émergence des plateformes, à tel point que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une fondation qui disait voilà, nous, on n'a rien démarré encore sur l'engagement collaborateur. Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas encore choisi notre plateforme. Donc, je me souvenais, il y a quelques années où on faisait quand même de l'engagement collaborateur sans plateforme, et je me suis dit, voilà, quelque chose d'important se joue, et dans notre rôle d'accompagnement des fondations et des entreprises, on doit pouvoir voilà, avoir un propos éclairé. Et donc pour nous, c'est aussi l'occasion d'apprendre ce matin, d'écouter, d'apprendre, pour accompagner au mieux les entreprises qui sont pour nous
dans nos réseaux. Alors, ce matin, on a donc un espace de discussion. Peut-être je peux dire ce que n'est pas cette matinée. Cette matinée n'est pas une sorte de débat manichéen autour de est-ce que les plateformes, c'est bien ou pas, est-ce qu'on est pour ou contre. C'est vraiment pas le sens de la façon dont on a mené nos travaux préparatoires. Comme le disait Agathe, il s'agit de recueillir et de faire exprimer vos avis, qui sont des avis singuliers. On a 3 intervenants aujourd'hui qui vont avoir un propos qui n'est pas forcément représentatif des entreprises. L'important, c'était d'avoir des éléments de discussion pour s'exprimer librement et surtout, parce qu'on parle beaucoup des outils, mais le sens de tout ça, pour les associations, puisque c'est fait à leur bénéfice, c'est qu'on s'assure que dans avec ce nouvel acteur que sont les plateformes, il y a donc des nouvelles relations qui se dessinent, des nouvelles interactions, des nouveaux modes de collaboration, et que tout ça se fasse au service de l'action des associations et donc de leurs bénéficiaires, faire bien, faire plus, faire mieux, dans l'idéal à moindre coût. Voilà, et comment ce triptyque s'organise autour de cette équation. Donc ce n'est pas un débat manichéen d'idées, ce n'est pas non plus une restitution d'une grande enquête avec des chiffres clés, ce ne sont que nos idées. Pour travailler ce sujet-là, on a eu 7 focus group en amont qui ont été réalisés par Elsa et Oriane qui prendront le 2e temps du débat. Merci à vous pour l'énorme travail qui a été réalisé avec 17 entreprises qui ont été interrogées pendant au moins 1 heure d'échange, 9 associations et 8 plateformes. Donc, on a vraiment croisé les regards, on est allé chercher les contraintes, les bénéfices, pour essayer de se faire une idée un peu plus représentative de comment on se saisit de ce sujet-là, comment les différents mondes se saisissent de ces sujets-là. Et donc, en fait, l'échange qu'on a là dans un temps 1 avec nos intervenants, voilà, sera un moment un peu plus d'idées fortes portées par nos 3 invités. Et le temps 2 qu'on vous proposera sera plus un temps d'interaction avec vous dans la salle, mais aussi avec celles et ceux qui sont sur le chat, pour avoir des témoignages, des points de vue qui peuvent être différents, qui peuvent sonner d'une autre façon, et qu'on puisse les mettre en avant et que nos invités aussi puissent vous répondre et vous partager leur vision du monde. On va commencer dans une petite minute. Quelques points avant de se lancer. Quelques rappels, le monde associatif est composé de 1,5 million d'associations en France, c'est beaucoup, avec des associations qui sont énormes, plus des dizaines de milliers de salariés, et des associations qui sont toutes petites, avec aucun salarié et que des bénévoles. Donc il y a vraiment une variété de structures qui est importante à garder en tête, et quand on soutient le monde associatif, ça veut dire beaucoup de choses, et en même temps ça ne veut pas dire grand-chose. Donc gardons ça en tête. Il y a 12,5 millions de bénévoles en France auprès du monde associatif, grosso modo. Ça vous donne le nombre de personnes engagées en France. Ça fait aussi beaucoup de personnes qui sont engagées sur leur temps personnel. Et le monde des plateformes, on a essayé de vous représenter un slide avec les différents acteurs, donc vous ne voyez pas très bien, mais ça vous donne une idée. Le monde des plateformes a aussi un paysage très varié. Il y a des plateformes qui sont sur un modèle de SASU, SaaS lucratif, des plateformes qui sont sur un modèle associatif non lucratif. Les intentions sont toutes louables, aider le monde associatif. La façon de faire, la méthodologie, les modalités sont différentes. Donc, ce slide n'est pas contractuel. Si on a essayé de poser quelque chose, ce qu'on voulait montrer là, c'est qu'il y a des plateformes qui s'engagent plutôt à une échelle nationale, régionale, internationale, avec des modèles différents, et surtout qu'il y en a un nombre croissant. On voit que ça se démultiplie, que ce soit en Île-de-France, mais aussi en région. Et c'était un peu l'idée qu'on voulait vous montrer là, c'est qu'il y a un paysage varié de plateformes. On se lance. Yann, je te donne la parole pour lancer l'intervention. Finalement, il y a quand même eu quelques chiffres clés. Ouais. On a du mal à s'en passer. Et une matrice sophistiquée. Voilà, donc c'est le moment où on prend un peu de hauteur donc, sur ce sujet. Un peu de hauteur, ou alors pas de côté, j'aime bien aussi pas de côté. Vraiment, ça prend moins d'énergie, c'est encore tôt. Pas tout de suite du café. Et donc,
c'est le moment de démarrer, de vous présenter les intervenants qui, en plus de prendre de la hauteur, vont nous permettre d'être un peu de niveau. Et donc, pour représenter donc, le triptyque dont on a parlé, triptyque d'acteurs autour de l'engagement solidaire, vont intervenir Cédric Lamoyenne, directeur de l'engagement chez EPSA et délégué général du Fonds de pression. Puis de trouver son marché, peut-être revenir sur les intentions de l'entreprise initiale, et puis peut-être qu'au stade où vous en êtes, parce que maintenant vous avez un peu de recul sur les usages, que vous partagez. En fonction de nos casquettes. Vendredi, c'est un projet qui a 7 ans, donc qui commence à dater un petit peu. Et ce qui est intéressant, pour revenir 2 secondes sur l'historique, c'est qu'à l'origine, c'est une association qui a cette dimension d'intérêt général qui est hyper forte. Je crois que les 55 linguistiques qui font partie de cette aventure, on a l'intérêt général chevillé au corps et on se lève le matin dans une optique de se dire il y a des problèmes importants, graves, urgents dans ce monde et comment on fait pour les transformer. Et en fait, du coup, le projet est né il y a 7 ans aujourd'hui, en partant du constat que on bosse 80 000 heures dans notre vie, à peu près, en moyenne, un salarié bosse 80 000 heures au travail, et en fait, il y a assez peu de temps qui est dédié à l'intérêt général. Généralement, quand on est au travail et on n'est pas là pour s'engager pour le monde associatif ou pour d'autres projets d'intérêt général, quels qu'ils soient. Et en fait, le projet s'est lancé à une époque où il y avait ce début assez fort de la quête de sens, notamment auprès des jeunes générations, et où les entreprises ont commencé à avoir du mal à recruter, en tout cas où il y a eu des questions de sens qui se sont posées au travail pour les nouvelles recrues et puis aussi les salariés. Et il se trouve que assez chouette, en France, on a un cadre juridique qui permet l'engagement sur le temps de travail, qui s'appelle le mécénat de compétences, mais qui était et qui est encore assez peu connu, assez peu maîtrisé, notamment par les salariés qui ne savent pas que c'est quelque chose qui existe, également par les entreprises qui ne maîtrisent pas forcément tous les tenants, les aboutissants et comment mettre ça en place. Et donc, l'idée était de se dire, en fait, il y a des problématiques urgentes, des enjeux sociaux, environnementaux très importants, il y a des associations qui essaient d'y répondre, et en face, il y a plein de gens qui sont disponibles, qui ont envie de passer à l'action, de dédier un petit peu de temps, parfois beaucoup de temps sur leur temps de travail pour l'intérêt général. Comment on fait pour rapprocher ces deux mondes? Donc le projet est vraiment né de ça. En fait, assez rapidement, tout ça, on le faisait notamment à travers à la mano, vraiment à la main, en connectant des projets avec des entreprises et des gens qui souhaitaient s'engager. Puis assez rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait vraiment toucher beaucoup de monde, si on voulait passer à l'échelle, scaler, comme on dit dans le jargon startup, moi je dis startup pour un petit peu dériver ce mot, en fait, il fallait tout bêtement en fait, s'équiper d'un outil pour mieux gérer ça, mieux piloter ça. Parce que, en fait, pour engager plusieurs centaines de personnes, ça peut se faire à la main. Quand on veut engager plusieurs milliers de personnes, en fait, il y a 2 options. Soit on crée un outil qui permet de faire ça, soit on recrute plein de gens. Sauf que pour recruter des gens, il faut aussi trouver du financement et les payer. Et du coup, on est parti sur l'option 1 en disant aussi, en fait, on n'est pas forcément les mieux placés pour placer les gens en association. Les gens savent ce qu'ils veulent, savent l'exprimer, et c'est surtout eux qui peuvent le faire et qui sont à même de s'engager, de trouver les missions sur lesquelles ils veulent s'engager. Du coup, le projet est vraiment né de là. La plateforme a été créée dans cette dynamique-là. Et en fait, ce qu'on constate depuis effectivement 4-5 ans, on parlait de ce momentum il y a 5 ans à peu près, c'est qu'il y a un truc
qui est en train de se passer, qui est beaucoup plus d'une lame de fond beaucoup plus puissante, qui fait que les entreprises voient ce sujet de l'engagement un peu différemment il y a quelques années, où grosso modo on est passé d'une approche sur l'engagement assez RH, et je vais expliquer ce que ça veut dire derrière, à une approche assez RSE, pour responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'historiquement, l'engagement d'association, le mécénat de compétences, était plutôt réservé à quelques dizaines de salariés dans l'entreprise, parfois même beaucoup moins, dans une optique de notamment gestion des carrières, où quand on arrive en fin de carrière, et ben, on offre la possibilité à certains salariés de s'engager à temps plein en association, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 2 ans à temps plein. C'est aussi le cas pour des boîtes de conseil, des consultants en intermission, pareil dans une optique de, c'est pas tant la carrière cette fois qu'on va gérer, mais qui est plutôt le temps de travail disponible. En fait, entre 2 missions, on va pouvoir mettre à disposition un salarié auprès d'une association. Et puis, c'est le cas à d'autres moments de la carrière où des femmes qui reviennent de congé maternité, qui ont besoin de quelques semaines, quelques mois pour retrouver leur job, leur poste, parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient été recrutées à ce moment-là. Donc, comment on réintègre ces personnes-là dans une aventure, dans une société. Et donc, le mécénat de compétences était vraiment à ce moment-là une vision très RH des choses, qui correspondait, et qui correspond toujours, parce que ça existe toujours, plutôt bien aux besoins des associations aussi, qui elles sont vachement en besoin de gens disponibles, plutôt sur du temps important, et pour des gens qui viennent de l'entreprise, notamment sur des missions de compétences. Et en fait, il y a eu un basculement il y a 4-5 ans qui s'est accentué avec la crise sanitaire et l'année 2020, où les entreprises sont passées du coup de cette approche très RSE, où on permet à quelques salariés de s'engager, parfois sur des longues durées, à une approche du coup, comment je permets à tous mes salariés de s'engager. Mais du coup, évidemment, je ne vais pas proposer 2 ans à temps plein à tout le monde, parce que sinon, on ne fait plus d'entreprise. Et du coup, je vais proposer des formats d'engagement très différents, qui vont être plutôt de l'ordre de quelques jours d'engagement par an, parfois même moins. On voit des choses qui sont une demi-journée disponible, une journée disponible pour donner aux collaborateurs. Et ça, du coup, c'est une approche qui est totalement différente de la première. Elles sont complémentaires, parce que ce n'est pas la même chose, mais du coup, c'est des choses qui sont assez différentes. Et c'est plutôt cette deuxième approche qui est en train de prendre beaucoup de place dans le monde de l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, chez Vendredi, on essaie on est un outil avant tout, je crois qu'on n'est pas une fin en soi du tout, hein, et les plateformes ne sont pas une fin en soi, c'est des outils, il ne faut jamais, je pense, l'oublier, qui visent à du coup simplifier l'engagement des collaborateurs, et notamment à permettre aux entreprises de s'équiper d'un outil pour accéder à du contenu d'engagement, qui ne sont pas forcément que des missions d'asso aussi, on pourrait y revenir. Un outil du contenu d'engagement que je citais juste avant, mais qui peut aussi prendre la forme d'autres façons d'engager du monde, comment je sensibilise les salariés, comment je les fais participer à la transition interne de mon entreprise, qui sont aussi des sujets qui sont hyper importants aujourd'hui pour les entreprises. Et puis, l'accès à des experts, des gens qui connaissent juridiquement dans les aboutissants, le fonctionnement, les bonnes pratiques, et qui essaient de porter du support et d'accompagner tous ces acteurs-là qui se retrouvent du coup sur cet même outil, avec des associations d'un côté qui proposent des missions, qui ont des besoins, et en face des entreprises qui mettent à disposition des plateformes pour leurs salariés, et des salariés qui souhaitent, eux, passer à l'action, s'engager sur leur temps de travail. Et vous le voyez bien venir, je pense qu'on le vit tous ici aujourd'hui, il y a du coup forcément, avec aujourd'hui l'explosion de cette dynamique très RSE proposée à plein de gens de s'engager, peu de temps, je sais pas comment dire, un écart entre ce que peuvent faire les gens effectivement, j'ai 1, 2, 3 jours d'engagement par an, et ce dont ont besoin la plupart des associations, où les formats où les gens viennent 1 jour, 2 jours, 3 jours, une demi-journée, ne sont pas vraiment adaptés aux associations, en tout cas pas à toutes. Quelques associations, quelques formats de mission qui marchent plutôt bien, mais globalement, il y a beaucoup d'associations qui ne peuvent pas accueillir comme ça massivement des gens, parfois en équipe d'ailleurs. Sur une journée, c'est des contraintes et des coûts pour l'association aussi, et ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, voilà, par rapport à ça. Un point qui est assez important quand même, c'est Vendredi, du coup, on est vraiment une plateforme qui travaille avec les entreprises. Vous l'avez dit au début, mais je le redis, on n'est pas du tout représentatif, et ce que je dis là est vraiment notre expérience et qui on n'est pas représentatif de l'ensemble des plateformes. Et vous en avez beaucoup là derrière à l'écran, il y a beaucoup de plateformes qui sont aussi simplement des plateformes entre des citoyens et pas les entreprises, que des citoyens et des associations. Ça me paraissait juste important de préciser ça. Et
Et donc voilà un peu où on en est en fait dans cette situation aujourd'hui, où il y a effectivement des entreprises qui ont beaucoup de besoins, qui ont besoin de s'équiper, de s'outiller, de proposer à leurs salariés de s'engager pour des raisons de sens au travail, de comment je participe vraiment à une transition sociale et environnementale. Les entreprises qui font ça, pour la plupart, sont quand même, c'est hyper franc, c'est hyper honnête comme démarche, et il y a une vraie envie de transformer les choses et de se transformer aussi de l'intérieur, mais du coup potentiellement des effets de bord qu'on citait juste avant. Et donc, comment on permet à ces entreprises-là de passer à l'action, aider des associations, tout en faisant en sorte que ça réponde à des besoins d'associations. C'est tout l'enjeu aujourd'hui auquel on est confronté. Et il y a beaucoup de boulot par rapport à ça. C'est pour ça que même nous, pour aller plus loin, aujourd'hui chez Vendredi, on pense vraiment que le sujet côté entreprise, je fais un tout petit écart par rapport à l'échange de ce matin. Tu pourras conclure parce qu'on a ouais, très clair. Que le sujet par rapport aux entreprises, il n'est pas que les missions d'association, qu'il y a plein d'autres façons d'engager les salariés. C'est comment on vient aussi proposer ces autres formes, notamment comment je sensibilise des gens, comment je fais participer à une transition interne qui dépasse le cadre de l'association. Parce que le besoin des entreprises est plus large que ça. Merci, merci Martin pour ces rappels et puis tous ces éléments importants de compréhension avec plein de choses qui ont été dites donc sur les enjeux de passage à l'échelle, sur votre rôle d'outillage pour les entreprises en répondant aux besoins justement pour développer l'engagement des collaborateurs, sur l'intérêt d'avoir multiples formats d'engagement et donc le positionnement des plateformes si on comprend bien qu'il est plus sur la promotion de formats courts. Maintenant, Cédric, voilà, comment reçois-tu l'ensemble de ces messages? Je crois que chez EFSA, vous n'avez pas encore de plateforme, mais peut-être que tu peux nous partager ton expérience d'utilisation des plateformes si tu l'as fait avant EFSA et ta compréhension générale des besoins des collaborateurs et de ton entreprise et dans quelle mesure une plateforme permet d'améliorer l'engagement. J'aime bien le encore. Exprès, je ne garantis pas que demain il y ait une plateforme. D'ailleurs, je pense qu'on a un devis depuis 2 ans chez vous. On n'a toujours pas activé. Chez Micro Nancy, chez Wanabe aussi. Enfin, on va parler avec tout le monde et finalement, on n'arrive pas à se lancer. Enfin, si, je sais pourquoi on ne se lance pas derrière. Déjà, merci. Je trouve que ProBonoLab et le PC, que vous soyez tous les deux, constituent plutôt bien la solidité du débat, à la fois les entreprises et les assos. C'est pas juste une revendication des assos, ou juste un petit faire valoir des entreprises. Je trouve ça assez intéressant de voir vos 2 réseaux qui se rapprochent. Et puis bravo à toutes les plateformes qui se créent, parce que c'est venu effectivement faciliter. On reviendra là-dessus. Tu as beaucoup parlé d'outils, et je crois que c'est le sujet. C'est un outil, c'est pas une finalité, une plateforme, absolument pas. Mais du côté entreprise, moi je suis dans une boîte aujourd'hui qui fait 1500 personnes. Avant, j'étais dans une boîte qui faisait 600 000 personnes. Donc, effectivement, c'est différent et on a besoin de ces outils-là pour toucher un maximum de monde. Mais ça pose la question de la finalité. Et aujourd'hui, j'ai juste l'impression que le débat d'une plateforme de l'engagement, ça devient la finalité en soi de l'entreprise. Il faut qu'on engage des collaborateurs. Dans mon ancienne entreprise ou encore aujourd'hui, le premier KPI, pour reprendre un peu le langage start-up, quand j'arrive en conseil d'administration, on ne me demande pas l'impact que j'ai eu sur l'intérêt général. On me demande combien de collaborateurs j'ai engagés. Ok, sauf que je suis dans un fonds de dotation, dans une fondation d'entreprise. Dans mes statuts, c'est marqué que je dois nourrir l'intérêt général. Pas que je pas d'embarquer un maximum de collaborateurs. On me demande d'être à 30%, parce que c'est un peu le benchmark bobo parigo du moment, d'être à 30%. À quoi ça me sert d'être à 30% alors qu'on est dans une société française où on est de plus en plus, personnellement, où le citoyen, au-delà du salarié, est en train de s'engager. Je ne vais pas aller pousser la machine en interne pour aller me dire il faut que j'ai absolument 30% de collaborateurs engagés, alors que si ça se trouve, j'en ai 80 qui sont désengagés dans leur boîte. Donc ça pose déjà cette première question qui est de se dire l'engagement, ok, mais jusqu'où et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait 10, 15, 20, 30% de collaborateurs engagés? Ensuite, moi j'adore emmener mes collaborateurs sur le terrain, c'est mon job depuis 10 ans, sauf qu'il y a sur le terrain et sur le terrain. Et ce que propose une plateforme, effectivement, permet d'avoir un premier accroche, une première expérience sur le terrain. Mais est-ce que d'embarquer 100 personnes pour aller repeindre les murs d'un logement pour sans-abri, est-ce que je considère que c'est un collaborateur engagé? Ma réponse, non.
La réponse dans les chiffres marketing, dans notre plaquette de fondation, oui. Est-ce que cette personne-là, je touche le citoyen? Oui. Est-ce que je touche vraiment dans sa compréhension d'un enjeu de société et de l'engager même dans sa vie perso sur l'intérêt général? J'y crois pas. Il n'a pas rencontré une seule fois une personne en situation de faiblesse, etc. Donc ça pose la question aussi du rôle de l'entreprise, de se dire, OK, aujourd'hui, il faut que j'arrive à engager un certain nombre de collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que au-delà du sens de l'histoire, on a besoin de faire comprendre aux salariés et aux citoyens qu'il y a des enjeux de société qui se passent en dehors de l'entreprise, et donc on est obligé de les sensibiliser. Est-ce que ça passe par le terrain? Probablement oui. Est-ce qu'on a besoin d'une plateforme? Ça vient faciliter, mais encore une fois, c'est un outil. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie finalité. Et encore plus, quand c'est porté, et c'est tout le sujet qu'on peut avoir entre est-ce que c'est du portage fondation ou du portage entreprise, et on parlera peut-être de la répartition de la valeur après, savoir qui finance, qui paye, et la contrepartie qu'il y a derrière. Et finalement, quand c'est une fondation qui porte un programme d'engagement, pourquoi pas, sur le papier, c'est plutôt assez logique. C'est même d'ailleurs les personnes qui maîtrisent ce sujet qui pilotent ces programmes-là. Mais est-ce que derrière, on a vraiment fini le job? Est-ce qu'on a coché la bonne case? Je ne suis pas certain. Il faut qu'on se rappelle vraiment, pour le coup, nos statuts dans les fondations et dans le fonds de dotation, ou même dans les programmes RSE. C'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais par rapport à qui? Par rapport à ce qui se passe sur le terrain, par rapport aux enjeux de société. Il faut juste se rappeler que l'entreprise, effectivement, elle travaille aujourd'hui, et c'est ce qui se passe depuis le Covid. Alors, de plus en plus de collaborateurs sont engagés, mais les boîtes bossent sur leur operating model. Comment est-ce que je pollue moins? Comment j'intègre plus de diversité? Comment j'ai une gouvernance plus transparente? Ok, ça c'est la manière dont on le fait en interne. Mais là, et en fait, c'est très personnel. Mais la manière dont ensuite j'engage la majorité de mon entreprise, ça c'est une vraie question. Et encore une fois, je le redis, la question de la plateforme vient être un outil, pas une finalité, où là, on est juste finalement en train de je trouve, tromper, et je suis le premier à en être responsable, hein, en étant DG de fondation, à me dire, en fait, quand j'arrive, le premier chiffre que je donne pour être sûr d'avoir mon budget, pour être sûr d'avoir l'adhésion de mes patrons, pour être sûr d'en marquer mon leadership, c'est pas combien de jeunes ou combien d'autres personnes j'ai touché à travers mes actions. Encore une fois, c'est combien de collaborateurs j'ai engagés. Que je pense qu'on est en train de se tromper dans le débat. Et donc, du coup, on retrouve de plus en plus d'entreprises qui disent ma fondation, mon fonds de dotation, c'est une plateforme d'engagement. Je pense qu'il faut faire le fameux pas de côté, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes venu, je reprends un autre mot, disrupter, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça, ou digitaliser l'engagement. C'est top, c'est génial. Mais ça répond, moi aujourd'hui, en tout cas, dans une boîte qui était avant de 600 000 personnes, ça répond à un effet de volume, honnêtement, qui est assez facile à toucher. Paris, Lyon, enfin les grosses métropoles françaises. Ok. En revanche, maintenant que je suis dans une boîte de 1500 personnes, dont 600 en France, à Bordeaux, à Sophie Antipolis, à Aix-en-Provence, à Toulouse, à Nantes, bah, en fait, j'ai du mal à engager. Et les plateformes, aujourd'hui, ne m'aident pas plus parce que le sourcing terrain, je peux le faire aussi bien qu'eux, entre guillemets. Et je vais le faire d'ailleurs en allant sourcer des assos qui me correspondent, puisque je vais le faire avec un regard d'intérêt général. Donc avec des assos avec qui je vais pouvoir permettre de construire une relation, et encore une fois, parce que dans nos statuts, dans les statuts de fondation et des fonds de dotation, on est là pour honorer l'intérêt général, et donc, il faut qu'on aille construire une relation pérenne avec les assos, peut-être que quelques-unes, peut-être pas 20, peut-être pas 50, mais sur lequel on a un cercle de confiance pour venir engager les collaborateurs et vraiment leur faire comprendre ce que c'est qu'un enjeu de société. Au moins un, si déjà ils ont compris les tenants et les aboutissants de celui-ci. Donc la question de la relation longue, elle se pose, la question de la répartition de la valeur, elle se pose, de la mission de l'entreprise et du fonds de dotation ou de la fondation qui porte l'intérêt général et un programme d'engagement se pose. Et puis je crois qu'on est peut-être les principaux acteurs dans ce débat-là parce que on est tombé aujourd'hui dans une sorte de clientélisme, un peu de l'engagement, quoi. C'est-à-dire que hop, il faut qu'on aille engager des gens un peu à droite, à gauche sur des petits trucs sans regarder, sans mesurer ce qui se passe en termes d'impact derrière. Est-ce qu'on contribue vraiment à la professionnalisation d'une asso? Et pourquoi tout ça c'est important? Au-delà du phénomène un peu marketing qu'on peut avoir, etc. Encore une fois, c'est que le collaborateur qu'on vient toucher, qui a un instant T dans l'entreprise, qu'il soit là 2 ans ou 20 ans, peu importe, c'est un citoyen derrière. Et il y a suffisamment de merde dans le monde pour qu'on lui dise « Regarde ce qui se passe là, on te libère du temps, regarde ce qui se passe là, et tu vas faire encore mieux ton job, tu vas être probablement plus solidaire, je sais pas, mais plus averti des enjeux de société. Donc dans ta vie, tu seras plus éveillé à tout ça, donc tu arriveras probablement à avoir plus d'impact si tu le cherches, ou en tout cas avoir plus d'équilibre. » Donc
le sujet, il est le véhicule, c'est l'entreprise, un des outils, c'est la plateforme, mais c'est seulement un des outils. Et la finalité, il faut se souvenir que ça reste quand même le monde associatif, puisque sans le monde associatif, l'entreprise, clairement, demain, elle peut déposer le bilan si s'il y a une crise des gilets jaunes H24 et si c'est Tchernobyl autour de nous. Et ça, c'est quand même des assos qui sont sur le terrain. Enfin, nous, du côté entreprise, et je termine là-dessus, on est quand même très à l'aise. Hein. On est dans notre tour. Les assos viennent nous demander de l'argent. On dit oui, on dit non. Tout va bien, on a notre salaire. On n'a pas besoin d'aller faire de la levée de fonds chaque semaine. Donc, on est assez tranquille hein, quand même. Donc, il faut juste se rappeler ça et de se dire pourquoi on le fait et avec qui. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un système assez sain et assez équilibré à côté. Merci Cédric. On ne fait pas bien pour rien. C'est un discours assez tranchant. Donc on accueille, on va se faire aussi les porte-paroles d'une nuance. Et d'où le débat en deuxième partie, l'échange, c'est pour amener de la nuance, amener des confrontations. Et tu as une certaine maturité aussi sur le sujet. Donc ça permet de prendre un peu de recul, d'avoir un discours qui, et je t'en remercie, qui est sincère. En tout cas, tu portes une vision qui est assez fine, qui est la tienne, c'est ce qu'on s'est dit. On a là des points de vue assez singuliers, mais des points de vue où il y a quand même beaucoup d'échanges dans vos quotidiens. Tu pointes du doigt des choses qu'on voit effectivement, qu'on observe, avec un engagement dans l'entreprise qui est relativement récent et qui vient des collaborateurs et des collaboratrices, qui poussent aussi cet engagement, cette quête de sens, l'envie d'avoir une utilité, de se retrouver quelque part et de pouvoir avoir un lien entre ses valeurs personnelles et l'engagement professionnel qui est le nôtre, et qui demande à l'entreprise de s'engager. Donc il y a aussi cette demande qui est poussée par les collaborateurs et les collaboratrices, et on peut se dire que de mettre une plateforme de l'engagement, finalement, c'est répondre avant tout à ce besoin des salariés, en tout cas cette nouvelle envie des salariés. Ce qui est donc louable de la part des entreprises, d'avoir cet engagement de plateforme. Tu parles donc de marketing versus engagement. Qu'est-ce que réellement un collaborateur engagé? On ne va pas y répondre aujourd'hui, mais ça fait partie des sujets qu'on a soulevés aussi chez ProRenolab. L'engagement est une nouvelle case à cocher. Est-ce qu'on va réellement être un engagé au quotidien? Tu parles de quelque chose qui me semble un essentiel, et je le dis en ayant été aussi une ancienne déléguée générale de fondation, embarquer les COMEX. En fait, il faut trouver le bon discours pour que l'entreprise continue à suivre. Donc, ça nous demande, quand on est dans une fondation d'entreprise, d'être un peu entre deux mondes, entre deux eaux, et de pouvoir créer ce lien entre le besoin associatif, mais aussi le besoin de l'entreprise. Donc, c'est des postures qui ne sont pas évidentes, qui sont assez complexes à gérer au quotidien. Tu nous parles aussi de géographie, entre un engagement francilien ou lyonnais, pourquoi pas, et encore, il y a des vraies différences. Mais en engagement francilien et hors Île-de-France, il y a effectivement une disparité très forte. On parle beaucoup de plateformes à Paris, on en parle très très peu ailleurs. Et moi, je suis installée à Lyon, et déjà à Lyon, ça se perd un peu, alors que c'est la deuxième ou troisième île de France, je ne sais jamais, avec Marseille. Bref, c'est un petit monde. Et l'idée ici, c'est de se dire, voilà, on commence à comprendre que c'est un petit monde, et en même temps, il y a des opportunités et certaines limites. Et on va rentrer du coup dans cette idée, dans le monde associatif. Et peut-être, Zara, je me tourne vers toi. Merci d'être avec nous. Tu as entendu deux histoires. L'histoire que propose Martin, l'histoire de la plateforme, tu as entendu l'histoire de Cédric, l'histoire de l'entreprise, du fonds de dotation, de la fondation anciennement dans laquelle tu étais. Toi, quelle est ton histoire? En plus, tu viens aussi du monde des fondations avant ça, donc tu connais très bien ces univers, tu connais très bien le monde de l'entreprise. Quelle est ton histoire? Quelle est la réalité à laquelle tu es confronté aujourd'hui chez Icambéré? Je sais que tu as des exemples assez concrets, des choses très parlantes. Du coup, la parole est à toi pour que tu puisses nous raconter, toi, quelles sont tes contraintes et les opportunités potentiellement offertes par ces plateformes de l'engagement. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je tenais à remercier Oriane et Elsa parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec d'autres structures associatives sur ce sujet en préparation de cet événement. Et donc, déjà depuis quelques semaines, on échange sur ces sujets. Donc, merci encore pour ce travail. Je vais vous donner un exemple, un autre contexte, mon contexte quotidien. Je travaille pour une association qui s'appelle Icambéré, qui est basée à Saint-Denis et Ivry-sur-Seine maintenant. On accompagne des femmes en situation de grande précarité qui vivent avec une maladie chronique. Et on accompagne chaque année environ 600 femmes vers l'autonomie. On est une équipe de 28 salariés et on galère pour mobiliser un budget d'environ 1 800 000 € par année. Donc on n'est pas une très grosse structure, on n'est pas une minuscule structure, on est un entre-deux. En termes de volume de bénévolat ou de mécénat de compétences qu'on gère au quotidien à Icambéré, on mobilise environ 80 bénévoles de compétences par an, dont 2 tiers proviennent de nos partenaires financiers
et un tiers qui sont des personnes, en fait, individus qui font la démarche de venir vers nous pour s'engager. Donc aujourd'hui, la majorité des bénévoles qu'on accueille à Campéré proviennent de nos partenaires entreprises. Et ce qu'on observe, et je pense que ça a été très bien dit par Martin, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des formats d'engagement qui ne sont pas forcément toujours en cohérence avec les besoins du secteur associatif, avec parfois le sentiment d'être dans une consommation. On arrive avec une checklist, il faut que les collaborateurs s'engagent 2 heures, que ça ne soit pas trop loin, qu'à la fin de la journée, ils soient vraiment satisfaits et qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir changé le monde. Est-ce qu'ils pourraient rencontrer des femmes? Est-ce que des femmes pourraient témoigner sur leur vie? Donc voilà, donc on se retrouve finalement à devoir gérer de la prestation d'événements parfois pour pouvoir mobiliser les collaborateurs. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais je pense que c'est important de dire aussi et d'exprimer cette limite auquel nous, acteurs, nous sommes confrontés, et autant que cela nécessite en fait en interne pour pouvoir accueillir, mobiliser les femmes, faire en sorte que les salariés passent aussi un moment qui puissent essayer de créer un déclic pour la suite, parce que c'est aussi notre volonté, c'est d'engager ces personnes sur le long terme, qu'on puisse se dire que des bénévoles qui ont passé 2-3 heures, en fait, ça sera des bénévoles qu'on pourra solliciter en dehors peut-être du cadre de leur entreprise ensuite. Mais du coup, on a quand même pas mal de pression sur les épaules et pas mal de temps à devoir dégager pour pouvoir accueillir et accompagner. Donc, moi, je suis dans le secteur, je travaille pour Campéré depuis 5 ans. Avant, je travaillais dans une fondation d'entreprise où j'avais pour mission à l'époque de mobiliser des collaborateurs sur des missions d'intérêt général. Et je me souviens à l'époque, c'était la galère pour pouvoir aller identifier en interne des salariés qui voulaient bien passer une journée, une demi-journée auprès de nos associations partenaires. Et je suis arrivée dans le secteur associatif et là, mon téléphone commençait à sonner dans tous les sens. Voilà, on aimerait organiser des journées de solidarité. Voilà, on souhaiterait mettre en place des actions de mécénat de compétences, comment on pourrait travailler ensemble. Donc, finalement, ces plateformes sont arrivées pour répondre à un besoin lié à l'intensification, finalement, des besoins des entreprises. Et finalement, est-ce que les besoins des associations ont tant changé? Je ne pense pas. Je pense que les besoins des associations sont plus ou moins les mêmes depuis 5 ans. Il n'y a pas eu un grand bouleversement en termes de besoins. Et finalement, nos besoins, c'est davantage des besoins de long terme, d'engagement, ce sont des besoins financiers, et ça c'est important de le dire. Aujourd'hui, les associations ont besoin d'argent, elles ont aussi besoin de compétences, elles ont aussi besoin de ressources, etc. Mais le nerf de la guerre reste l'argent, et aujourd'hui, quand on est sursollicité par des structures qui nous disent « nous, on veut bien vous mettre à disposition des salariés, mais sans aucune contrepartie, entre guillemets, financière, ni volonté d'engagement financier », moi, ça me pose question en tant que structure associative. Et finalement, on va en parler tout à l'heure, mais la question de la valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on évalue finalement le temps que cela représente pour une association, le coût que cela représente pour une association d'engager des collaborateurs des entreprises? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, à Campéré, on n'est pas sur une plateforme parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires financiers, des mécènes qui ont la possibilité d'engager leurs collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est davantage sur ces relations plutôt sur mesure. On est avec des fondations ou des entreprises qui ont une réelle volonté d'engagement financier, mais aussi en compétences, et avec lesquelles on co-construit des missions de mécénat de compétences. Et c'est ça, la relation, finalement, cette relation partenariale. La plateforme va être un outil, mais comme le disait, c'est vrai que ce n'est pas la finalité. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la relation, créer du contact, créer de la richesse dans l'échange qu'on peut créer avec le secteur de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on essaye ensemble de réfléchir à cette tendance. On est à la fois sur un changement finalement entre l'offre et la demande. En fait, aujourd'hui, on a des besoins qui proviendraient des associations. Théoriquement, on doit faire face à des besoins qui proviennent d'associations, mais dans la réalité, on a l'impression qu'on doit répondre à des besoins d'engagement des entreprises. Je fais juste le constat que je vis au quotidien, mais c'est quelque chose sur lequel on peut débattre. Donc, moi, de mon point de vue, je suis profondément convaincue par la richesse que peut créer l'engagement d'entreprises au sein du secteur associatif. Je ne remets absolument pas ça en cause, mais je mets des grands warnings. Mettons-nous ensemble, asseyons-nous ensemble avec Vendredi et les entreprises pour voir comment finalement tout ce vivier, toutes ces compétences,
tous ces moyens aussi qui sont mis en place par les entreprises, parce que ces plateformes ont un coût, donc les entreprises ont la possibilité de financer ces plateformes, comment finalement cette richesse, cette valeur ne pourrait pas être mieux partagée entre nous, associations qui accueillons ces volontaires, et les entreprises. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de questions, je n'ai pas toutes les réponses. Moi, je ne suis pas du tout là pour faire un procès d'intention, ce n'est pas du tout mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de dire on a besoin des entreprises, on a besoin des salariés qui sont engagés, qui ont des compétences, qui ont des expertises que les associations. Je pense que nous, en tout cas, on en a besoin. Mais comment faire en sorte de mieux répondre à nos besoins réels et qui sont surtout financiers et aussi de compétences et de ressources humaines. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'ai lancé un certain nombre de questionnements, mais c'est vrai que je vous donne un exemple très précis. Au mois de juin, c'est le mois des journées de solidarité pour les entreprises. J'ai reçu 15 appels, je les ai comptés, alors d'entreprises qui sont mes entreprises partenaires, avec lesquelles on a des conventions de partenariat, qui nous financent, qui sont engagées, et pour qui, finalement, c'est un plaisir pour nous d'ouvrir les portes de l'association en disant, voilà, on est sur de l'engagement, comment aussi faire en sorte que cette relation partenariale s'enrichisse. Mais on a des entreprises dont on n'a jamais entendu parler, qui nous disent, voilà, on a un site à Saint-Denis, à 200 mètres de chez vous, et on voudrait faire une journée de solidarité, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer ? Je ne suis pas... Et donc, on a aussi dans ce champ-là des intermédiaires, qui ne sont pas des plateformes, mais c'est important aussi d'indiquer qu'il y a d'autres types d'intermédiation dans le champ de l'engagement et qu'il faut les questionner. Donc, il y a des intermédiaires qui captent de l'argent pour pouvoir organiser des événements au sein d'associations qui, elles, ne perçoivent rien. On va peut-être payer 3 bouteilles de jus d'orange et 2 cafés, mais tout le temps de travail que ça aura pris au sein de l'équipe, ça, on ne le valorise pas. Et on considère que comme on vient répondre à un éventuel besoin, en fait, la question financière ne se pose même pas. Mais si, elle se pose, et je pense qu'il faut clairement la poser et clairement en discuter compte tenu de ce volume de plus en plus important auquel on est confronté. Je te remercie, Fatemzara, pour ce que tu nous dis. Avant de laisser la parole à Yann, un point qui me semble essentiel et qui est l'intention aussi de cet échange, c'est prenons conscience des contraintes des uns et des autres. Parce que c'est en ayant en tête ces contraintes, et c'est notamment celles que Fatemzara nous pointe du doigt là, qu'on va pouvoir avancer intelligemment, là où en fait on se rend compte qu'il y a un objectif commun. Les contraintes que tu soulèves, elles sont les tiennes, elles appartiennent au monde dans lequel tu es. Il y a des associations qui adorent les plateformes, mais ça permet de prendre conscience qu'il y a des contraintes et on doit s'en saisir. On ne peut pas faire comme si il n'y avait pas de contraintes côté associatif, et c'est l'importance aussi de cet échange, c'est d'en prendre conscience. Je passe la parole, mais je vais probablement la passer à nouveau à Martin. Compte tenu de tout ce qu'on vient d'entendre, moi j'ai entendu deux enjeux forts, mais peut-être plus Agathe, ce que de compléter. Mais peut-être Martin sur ce qui s'est exprimé autour de la pression du chiffre et de ce que j'appelle du quanti. On oppose parfois au quali, mais c'est pas si simple que ça. Qui existe dans l'entreprise avec la pression sur l'objectif des collaborateurs engagés. Côté association, il y a souvent la pression sur le nombre de bénéficiaires, puisque en général les bailleurs sont demandeurs de milliers de bénéficiaires. Et on sent que les deux font que ça peut transformer un peu l'action des associations, alors qu'elles n'avaient pas anticipé. Fatemzara disait, voilà, j'ai l'impression de prester parfois, alors que mon mandat est plutôt d'intérêt général et je m'éloigne un peu de mon action. C'est pas la faute des plateformes, en fait. On est dans un sujet plus général, mais simplement c'est un outil dans notre compréhension qui donne beaucoup de visibilité, et y compris aux partenaires financiers des associations qui arrivent avec un volume croissant de collaborateurs à engager, et qui donc contraignent, le mot n'est pas très joli, mais un petit peu les associations à imaginer de nouveaux formats. Et là, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un glissement dès lors qu'on sent que les assos s'adaptent et transforment leur action, et donc
leur valeur ajoutée auprès des bénéficiaires. Quel temps il reste pour ça? Premier enjeu, un peu quanti-quali, voilà, comment la plateforme se positionne, est-ce que vous l'aviez anticipé? Et deuxième enjeu sur ce qui a été appelé la répartition de la valeur, avec ce temps des collaborateurs des associations, des salariés des associations, dédiés, qui n'est parfois pas rémunéré parce qu'on est en face de ses partenaires financiers ou on est en face de potentiels nouveaux partenaires, mais qui arrivent avec leurs collaborateurs engagés, mais pas forcément avec des financements. Est-ce que, quand vous avez conçu votre modèle économique, c'est quelque chose que vous aviez anticipé? Voilà, ce volume d'activité supplémentaire qui n'est pas forcément rémunéré. J'ai plusieurs éléments de réponse par rapport à tes questions. D'abord, un truc qui me paraît important, c'est qu'en fait, ici, je pense qu'on est tous et toutes un peu, le mot qui m'a, c'est aware, mais au courant, alerte sur le fait que les contraintes, les limites de tout ça. C'est assez facile d'en discuter et on a une vision assez 360 de tout ça. Ce qui est effectivement pas le cas de beaucoup d'acteurs et notamment pas le cas de beaucoup d'entreprises qui historiquement n'ont pas de fondation, qui s'engagent depuis quelques mois ou quelques années et qui sont un peu dans le cliché de en fait les assos, elles sont là, elles attendent, venez nous aider, ah c'est super vous arrivez, ben oui venez, la porte est grande ouverte. C'est pas du tout la réalité associative. Je suis volontairement caricatural, mais c'est le sujet, moi, me paraît d'être vraiment à ce niveau-là. Et en fait, le cœur du truc aujourd'hui, qui est une difficulté qu'on a en tant que plateforme d'engagement, c'est comment on fait percevoir aux entreprises déjà ce qu'est une plateforme et ce qu'elle n'est pas, ce qu'est une association et ce qu'elle n'est pas, et quelles sont les contraintes des associations, notamment par rapport à ça. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont une vision un peu de l'engagement, enfin, ce que vous citiez sur la pression du chiffre est clairement là, en fait, on a 2000 salariés, on veut que tout le monde s'engage au moins une demi-journée par an, comment sur les 2000 on en atteint plus de 50%, plus de 60%, enfin, ça devient un petit peu ridicule effectivement sur tout ça. Et pour revenir sur le partage de la valeur, je pense qu'effectivement les entreprises n'ont aucune, pour la plupart, n'ont pas conscience que les associations ont des coûts qui sont cachés. Je citais juste avant. Et nous, ce qu'on dit beaucoup aux associations dans ces cas-là, c'est un, refuser, et deux, si vous acceptez, en fait, de prester, mais assez fortement, et après, du coup, ça vient financer votre modèle économique, ça vient répondre à votre mission d'intérêt général, c'est un peu plus associé juridiquement. Et du coup, de ce point de vue-là, nous, notre modèle économique, je ne l'ai pas cité au début, mais c'est comme les plateformes travaillent avec les entreprises, c'est des modèles où on est des licences annuelles qui sont payées par l'entreprise. Et du coup, l'entreprise a le sentiment qu'elle achète, qu'elle accède à un outil, et que le fait d'accéder à l'outil lui donne accès à tout le reste, à tout ce qu'il y a derrière, aux assos, aux missions, au temps des assos. Et donc, il y a un énorme travail, c'est le premier travail qu'il faut, je pense, mener aujourd'hui, c'est là où c'est hyper pertinent pour cet échange ce matin, c'est comment on vient faire percevoir à tous ces acteurs-là la proposition de valeur des uns et des autres, les contraintes et les inconvénients et les avantages des uns et des autres, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. Et aujourd'hui, il y a, pour toutes les entreprises qui sont en train de se lancer, quelque chose qui est monstrueux, c'est une énorme montagne à attaquer. Il n'y a pas aujourd'hui de cadre, de choses qui peuvent mener. Et c'est, je pense, une co-responsabilité des entreprises, des plateformes et des assos là-dessus à mener. Et c'est un beau combat pour les prochaines années. Merci Martin pour ces éléments. Et tu nous parles, et je pense que c'est un mot qui revient beaucoup, Cédric, tu en as aussi parlé, de la responsabilité de l'entreprise, de la responsabilité d'une fondation d'entreprise ou d'un fonds de dotation, d'un sujet qui est relativement nouveau, de frontières qui deviennent poreuses là où elles ne l'étaient pas avant. Enfin, parler d'entreprise engagée, il y a 10 ans, c'était quelque chose qui était soit assez balbutiement, soit non existant. Et travailler avec le monde associatif, ce n'était pas du tout, on va dire, à la mode. Ce n'était pas le sujet dans le monde de l'entreprise. Et il y a vraiment une frontière qui devient de plus en plus poreuse entre le monde associatif, qui a, par sa substance même, une raison d'être dès le départ. On s'organise en association, en collectif, parce que derrière, il y a un projet collectif de société. Là où aujourd'hui, avec la loi Pacte,
il y a la raison d'être de l'entreprise qui vient s'ajouter à une idée de lucrativité qui pourrait être limitée, mais ce n'est pas le propos de l'entreprise à son départ. La forme de l'entreprise, une société de capitaux, elle a pour objectif de créer du profit. Enfin, voilà. Donc il y a des frontières qui commencent à glisser, à devenir poreuses et qui peuvent aussi créer des amalgames entre une entreprise engagée, des collaborateurs engagés, un monde associatif engagé aussi. Et on est un peu dans ce moment de vie où je pense que chacun essaie de trouver sa place. Et on a chacun notre place. Il y a un rapport du HCVA qu'on vous enverra peut-être après, qui a été fait en 2019 sur cette idée de frontières poreuses entre monde associatif et monde de l'entreprise. HCVA, pardon, le Haut Commissaire à la vie associative, qui a un rapport passionnant et qui pointe vraiment du doigt en fait, ce dont on est en train de parler là de manière très très précise. Et pour clôturer ce temps 1 de débat et vous laisser aussi la parole et prendre un temps d'échange avec celles et ceux qui sont connectés via Teams, j'aimerais juste vous entendre chacun et chacune d'entre vous de manière très précise et concise sur une question qui va ouvrir pour nous un temps peut-être de travail numéro 2 chez Coronolab et chez les entreprises pour la cité. Si demain, on devait appeler à l'action autour d'une priorité précise autour de ce sujet de transformation de la relation entre l'entreprise et le monde associatif, donc une priorité précise, pour vous, laquelle ce serait? Quelle serait cette priorité autour de laquelle on devrait se mettre en action? Donc peut-être réfléchir dans un temps 1, mais il y a déjà eu beaucoup de réflexions, et je pense aussi au collectif Montora, on a quelques représentants ici qui ont beaucoup réfléchi avec notamment vendredi Wenabi, je crois aussi Nicodon, et il y a un document qui a été pensé, qui est super bien pensé, dont on a pris connaissance, qui est bien foutu, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. On a beaucoup pensé, on réfléchit en même temps, c'est une modalité d'action. Maintenant, demain, si on doit se mettre à agir, quelle serait la priorité et quelle porte il faudrait qu'on ouvre? Et puis, on va commencer, Cédric, Martin, puis peut-être Sarah pour conclure. Je trouve que le défi d'aujourd'hui, c'est de faire basculer deux mondes qui ne sont pas du tout sur la même temporalité. C'est-à-dire qu'on a le monde de l'entreprise qui est très court-termiste et de manière très instantanée. Après, on veut l'engagement chaque année, on remet chaque année en cause ce chiffre-là, il faut de nouveau qu'on soit à 30%, etc. Et du côté associatif, où effectivement, ce n'est pas l'instantané, c'est plutôt des relations longues. Donc aujourd'hui, c'est l'histoire de la temporalité, donc du récit qu'on raconte, partenarial. Et c'est là où les plateformes, on a besoin de vous pour que vous puissiez nous aider à écrire ce récit-là, qui est de changer en fait la temporalité de l'engagement. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, quand je disais clientélisme, elle est là-dessus. C'est qu'on veut qu'une personne, un collaborateur citoyen vienne s'engager chaque année. On traque si la personne elle s'est réengagée 2 fois, 3 fois, etc. Et c'est là où la plateforme, et merci encore une fois d'être là, de nous permet d'engager en masse, entre guillemets, mais de réussir à créer la relation longue avec les partenaires. Et en fait, est-ce qu'il faut toucher 60 associations par an parce qu'on a un prétexte d'engagement, ou est-ce qu'il faut en toucher 8, mais avec un discours partenarial qui est de 3 ans, qu'on renouvelle, du mécénat financier, du mécénat de compétences, etc. Je trouve que ça se pose. Donc pour moi, l'enjeu, il est de réussir à faire en sorte que les intermédiaires, les outils comme les plateformes et comme d'autres, puissent nous permettre de faire changer la temporalité de l'engagement, encore une fois, au service de l'internal. Et ça va servir à l'entreprise. Des collaborateurs qui s'engagent et qui on a raconté un récit, une histoire pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans avec la même asso, c'est une personne qui va travailler ses convictions. Elles ne vont pas naître d'un coup, mais ça va lui permettre de comprendre un enjeu de société précis. Celui des femmes, celui de l'inclusion, l'égalité des chances, etc. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu qui a travaillé en termes de temporalité et le récit qu'on écrit entre deux mondes qui ne sont pas du tout sur le même schéma temporel. Merci Cédric. Oui, je suis très d'accord avec toi. J'aime beaucoup la notion de récit plus globalement pour nos sociétés. Mais pour notre sujet, oui, je pense que le sujet, il est vraiment, c'est le mot qui vient, il faut du plaidoyer et il faut arriver à mettre autour de la table les acteurs qu'on est ensemble pour arriver à ce que je disais juste avant, à réexpliquer qui fait quoi et qui ne fait pas quoi vis-à-vis de ça. Moi, le rêve que j'ai pour les plateformes intermédiaires demain, c'est qu'on soit, aujourd'hui, on est juste sur le volet association. C'est avec ça des missions, on passe à l'action, mais je rêve que demain il y ait ça, que ça continue, c'est un sujet, ça paraît essentiel, mais qu'en fait ce soit aussi des endroits où les associations et les entreprises se rencontrent pour accéder à du financement, pour accéder à des logiques de prestation de services, s'il y en a qui existent, enfin de vraiment être une place où il y a plus qu'une relation, on met à disposition des gens quelques jours et démerdez-vous, engagez-vous à aider l'asso, même si elles s'en foutent, ou la femme en vie, mais qui soit quelque chose où on crée des relations hyper fortes qui dépassent le temps, qui viennent traiter des sujets financiers et matériels aussi pour les autres. Merci Martin. Madame Zara.
Ouais, moi j'avais un point, je pense que ça fait 5 ans que là on a un petit peu de recul sur la manière dont les choses se passent et on a très peu parlé d'évaluation alors que nous, association, on n'arrête pas de nous tanner, comment vous évaluez, quels sont vos indicateurs, en fait on est toute la journée en fait très pressé par l'ensemble de nos partenaires sur la question d'évaluation et moi je pense que ça serait très intéressant de pouvoir évaluer le coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça coûte pour l'association et quel bénéfice ça a de pouvoir engager des collaborateurs. Je donne un exemple très précis, mais qui pour moi est essentiel et qui pour dire à quel point nous, associations, on a aussi besoin des entreprises pour pouvoir agir. Par exemple, sur des missions à long terme. Nous, aujourd'hui, notre système d'information est pris en charge par des salariés d'une entreprise depuis plusieurs années qui se mobilisent une fois par mois pendant une journée pour être notre hotline informatique. Donc ça, c'est un coût qui est réellement évité pour nous, parce que si on devait passer par une hotline informatique, ça nous coûterait des dizaines de milliers d'euros par année. Et donc là, on évite un coût et on permet à des collaborateurs de s'engager sur le temps long. Et c'est des collaborateurs avec lesquels on écrit des récits, on écrit des histoires, et qui s'engagent au-delà de leur entreprise et qu'on peut mobiliser quand on fait des distributions de colis alimentaires, quand on organise des sorties solidaires. Ils connaissent nos bénéficiaires, ils connaissent l'équipe, donc l'engagement se fait dans la durée. Donc moi, je suis sûre qu'il y a plein de formats d'engagement qui créent énormément d'impact et qui créent énormément de richesse pour les associations, mais documentons-les, faisons le plaidoyer de ces formes d'engagement et arrêtons d'imaginer un engagement de consommation. On est là, on s'inscrit, on distribue, on note, et en fait, pour les associations, je vais vous partager en fait, moi, je suis parfois stressée quand je reçois des salariés d'entreprise. Je me dis, si ça ne se passe pas bien, c'est l'image de la structure pour laquelle je m'engage des centaines d'heures par mois qui est remise en cause. Il suffit qu'il y ait 2-3 salariés qui, en fait, ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont se sont passées les choses pour que ça puisse être aussi compliqué pour nous ensuite pour aller chercher des financements, nouer des partenariats, etc. Donc c'est important de sortir de cette logique et d'imaginer l'engagement sur des temps longs et de remettre la question de l'impact et de l'évaluation aussi au cœur de ce dispositif. Voilà. Merci, Madame Zara. Et merci à tous les trois pour ces points de vue, ces échanges très intéressants et surtout très sincères. C'est ce qu'on recherchait pour nous alimenter. Plein de pistes dans ce dernier échange pour construire notre deuxième temps avec les participants de la salle et en ligne sur Teams. Et ce temps va être animé par Oriane de l'EPC et Elsa de Pro Bono Lab, que vous, les participants, vous avez rencontrés dans le cadre des focus group. Voilà, plein d'idées en dernier, mais probablement d'autres choses aussi que vous apporterez. Merci encore à tous les trois, au fond du cœur, d'avoir pris ce temps de l'échange pour cette discussion inédite, je crois. Et vous pouvez rester là, parce qu'il y aura un échange qui peut se faire aussi. On a pas réfléchi au mouvement. On reste là. Ouais, c'est pas ça. Je vais me mettre dans le cadre pour que les participants... Est-ce qu'en ligne, on nous entend bien? Parce qu'il y a une soufflerie derrière moi. Oui. Peut-être que là, il y en a pas. On va essayer d'éteindre. Ça marche quand même en ligne? Oui, ça marche, on entend. Non, restez là, parce qu'on va regarder du coup les questions sur le chat. Quand on a organisé ce débat, quand on a fait les focus group en amont, du coup, on s'est dit, bon, qui est-ce qu'on va faire intervenir lors de l'événement? Et on a eu plusieurs fois les commentaires, il faudrait quand même mettre plus de monde autour de la table, parce que ça ne va pas retranscrire la réalité vraiment de tous les acteurs, ce qui était vrai, sauf qu'on ne pouvait pas mettre 10 personnes autour de la table, on s'est dit que ça allait être compliqué, donc on s'est dit qu'on allait diviser l'événement en 2 parties, une partie avec des interventions de nos 3 chers intervenants, et je vous en remercie d'avoir accepté, et plutôt de donner la parole ensuite à des gens qui sont dans la salle ou à des personnes qui sont en ligne, pour qu'ils puissent aussi soit poser des questions, soit aussi partager un témoignage qui serait différent de celui qu'on a entendu aujourd'hui, parce que ça existe, et vos réalités ne sont pas forcément les réalités de tout le monde, et c'est important pour nous aussi de pouvoir donner la parole à tout le monde. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant.
Et voilà, Oriane va juste vous dire quelques petites règles, et puis après, on prendra des questions du coup, dans le public ici, et nous, on va regarder dans le chat, voir s'il y a des choses qui arrivent aussi. Très simplement, on va pouvoir prendre des questions, des témoignages, des remarques dans le public. Pour cela, parlez fort pour que ceux qui vous suivent sur Teams puissent vous entendre. Et ceux qui sont sur Teams, justement, ils peuvent lever la main ou alors poser leurs questions dans le chat. On se fera l'écho de leurs questions. Et si vous pouvez aussi vous présenter, nom, prénom, structure, quand vous prenez la parole. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'il y a des premières questions, remarques dans l'Assemblée ou dans le chat? Questionnement, réaction, témoignage, si vous êtes utilisateur ou pas de plateforme, hein, d'ailleurs. Pas... Alors, il y a Lucille qui lève la main dans le chat. Est-ce que tu peux activer le... Lucille, je vais activer ton micro et on va activer le son ici. Tu peux activer ton micro. C'est bon, vous m'entendez? Bon. Non. C'est bon, ah. Vas-y, Lucille. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Ah, super. Bonjour, Lucille Peignot, je suis déléguée générale de la Fondation IAD. Et avant, j'étais déléguée générale de la Fondation Somfy. Et déjà, je voulais vous remercier pour cet échange, cette table ronde qui est passionnante et surtout qui, je trouve, assez, on va dire, courageux de mettre tous les participants, donc entreprises, associations et plateformes autour d'une même table. Je pense qu'on est nombreux à se poser toutes les questions que vous avez très justement posées et mis en avant. Donc vraiment, c'est passionnant. Je pense qu'on arrive à un tournant au niveau du mécénat de compétences et justement comment on peut mieux répondre aux besoins des associations, parce qu'avant tout, Fatem Zahra, je partage entièrement ton approche et ton témoignage. Le plus important, c'est comment répondre à vos besoins. Et nous, en tant que fondation, on a également aussi, c'est bien sûr, de la part de nos COMEX, directeurs, etc., ce questionnement. Donc, quel est le taux d'engagement, combien de salariés sont engagés et comment, en fait, conjuguer les deux. Et pour moi, donc pour avoir porté ce sujet pendant 10 ans chez Somfy et je commence tout juste à le porter chez IAD, je pense qu'avant toute chose, ce qui est le plus important, et c'est une question que je me pose depuis plusieurs années avec les plateformes et donc avec Vendredi, parce que j'ai longuement échangé avec Félix ou avec d'autres plateformes, c'est en fait la question du diagnostic. Parce que je pense que ce qui me paraît le plus important, c'est ce besoin posé par les associations et comment ensuite trouver là où les compétences pour y répondre ou le temps pour y répondre. Et est-ce que finalement, les outils, les plateformes qui existent permettent ce temps de diagnostic qui permet ainsi de répondre véritablement à un besoin sans se retrouver dans des dérives que Fatem Zahra a posées? Merci Lucille. Alors, on a Elina qui lève la main à distance aussi, qui est aussi représentante d'une entreprise. Peut-être qu'entre les deux, on peut prendre le témoignage d'une association ou d'une autre plateforme. Je ne sais pas si on a dans la salle qui veulent prendre la parole ou à distance. Partager peut-être des réalités différentes de ce qui a été dit ou pas. Ou au contraire, appuyer ce qui a déjà été dit. Emmanuel Benadi, juste pour dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites sur la relation entreprise-association et qui parfois dépassent vraiment l'enjeu des plateformes. Et donc, du coup, il faut aussi comprendre que, là où je rejoins Martin, c'est que nous, on essaie d'avoir un positionnement, mais parfois, il y a des attitudes d'entreprise, des associations et l'inverse qui sont en dehors de la relation du sujet de la plateforme. Et donc, du coup, c'est aussi ce sujet-là qu'il faut peut-être traiter et ne pas forcément regarder le sujet par le prisme de la plateforme, qui encore une fois est un outil entre les deux de faciliter et dynamiser l'engagement, mais qui ne règle pas tous les sujets de la relation entreprise-association. Merci Emmanuel. Agathe, tu voulais rebondir sur le témoignage de Lucille? Ouais. Qu'on puisse. Lucille, merci pour ta question. Du coup, tu parles du diagnostic du besoin. Je pense que ça peut être intéressant peut-être de faire un temps avec encore nos invités sur cette idée-là. Le diagnostic du besoin, chez Probonola, typiquement, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, c'est notre cœur de métier. On
prendre le temps de diagnostiquer le besoin en compétences de l'association. Sauf que nous, on n'a pas de plateforme, donc on passe par des plateformes existantes, soit privées, soit Je veux aider, qui est la plateforme publique qui existe. Mais peut-être, Fatem Zahra, de réagir là-dessus, est-ce que le diagnostic du besoin associatif aujourd'hui, est-ce que ce temps-là est pris? Est-ce qu'il sera pris demain? Donc ça, peut-être Martin doit nous dire aussi comment vous le voyez aujourd'hui, puis de réagir aussi à celles et ceux qui sont dans la salle. Mais voilà, vraiment ce diagnostic du besoin associatif, de bien comprendre, est-ce que c'est quelque chose vers lequel on pourrait tendre, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucille, pour ce que tu viens de ce point qui est essentiel. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la relation partenariale et qui est au cœur, en fait, de cet engagement, c'est de se dire que nous, quand on exprime un besoin aux entreprises avec lesquelles on est en lien, qui nous connaissent, qui connaissent aussi notre réalité de terrain, souvent, en fait, on co-construit ensemble la mission. Parce qu'on va leur dire, voilà, on a tel besoin, eux ont une connaissance du secteur de l'entreprise et aussi des compétences qu'il y a en interne que nous, on n'a pas forcément. Donc c'est pour ça que le temps du diagnostic, le temps de l'échange, le temps de la question de la relation partenariale est au cœur. Et c'est pour ça que, comme le disait, la plateforme est un outil. Donc, et elle ne peut pas répondre, finalement, la plateforme, elle ne peut pas forcément répondre à ce besoin d'affiner le besoin de l'association. Et donc, c'est pour ça que ce temps est essentiel en amont, mais c'est un temps qui prend aussi du temps, mais qui est un temps qui est nécessaire pour que la mission puisse porter ses fruits et se passer dans les meilleures conditions. Et donc, nous, on passe par les plateformes, je ne l'ai pas dit, mais on ne passe pas par les plateformes pour recruter, entre guillemets, des bénévoles. On passe par les plateformes à la demande de nos partenaires avec lesquels on travaille, qui ont besoin de cet outil en interne pour visibiliser des missions et recruter en interne des collaborateurs. Donc, on n'est pas forcément des utilisateurs très dynamiques sur cette plateforme. Merci, Talisa. Aujourd'hui, qui réalise ces diagnostics des besoins pour vous, par exemple? C'est l'équipe qui réalise. C'est l'équipe interne en échangeant avec nos partenaires entreprises, où nous, en interne, on va identifier des besoins et on va les exprimer à nos partenaires qui nous disent, voilà, on peut mettre à disposition des collaborateurs. On a différents formats de mobilisation. Par exemple, on propose de plus en plus de formats courts autour des simulations d'entretien, notamment pour les femmes qu'on accompagne. C'est des formats qui fonctionnent bien, qui sont sur une journée, une demi-journée. Mais en amont, on va pouvoir faire un briefing, échanger, parce qu'on travaille avec des femmes qui sont en très grande vulnérabilité. Il faut aussi que le salarié, quand il arrive dans une structure comme la nôtre, connaisse le contexte. En fait, on ne peut pas débarquer, faire l'action et repartir. Il y a un besoin de connaissance du contexte, de la réalité dans laquelle on va se trouver. Et c'est pour ça que nos interlocuteurs, que ce soit Fondation, Direction de l'engagement, ont un rôle clé en fait, pour pouvoir briefer, accompagner les collaborateurs des entreprises. Merci. Véronique, je vois que vous avez levé la main. Voilà, Véronique Charlot, Total Énergie, je suis en charge de l'engagement des collaborateurs France et international, avec Action internationale. Je voudrais répondre réagir sur plein de choses, mais je vais rebondir juste sur cette partie. Effectivement, on peut demander à nos partenaires directement, ceux qu'on finance, on pourrait leur dire on fait de l'engagement avec vous, des collaborateurs. Sauf que tous n'ont pas besoin. Et on ne peut pas le mettre dans les contrats, il n'y a aucune obligation de le faire. En fait, on doit répondre à un besoin. Si vous n'avez pas besoin, alors que vous êtes notre partenaire, on ne va pas mettre de collaborateurs. Et à l'inverse, quand on demande à une association, justement, si elle va nous proposer, si elle va nous dire oui, j'ai besoin et j'ai besoin d'engager vos collaborateurs, c'est qu'elle a besoin, c'est pas parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle va inventer des missions pour nous faire plaisir. On ne veut pas ça. Donc en fait, on veut vraiment que ça réponde à un besoin. C'est pour ça que nos partenaires ne veulent pas les forcer. Et d'un autre côté, si on en a d'autres partenaires d'engagement des collaborateurs qui nous demandent quelque chose, c'est vraiment qu'ils nous demandent. C'est pas pour avoir de l'argent. Et quand on parle d'engager massivement, c'est vrai que nous, on a besoin de la plateforme comme outil pour engager le plus grand nombre de collaborateurs. Pour engager parce qu'on se dit que, certes, tous, certains vont faire mineur et puis jamais ils reviendront. Ils retourneront l'année prochaine mineurs. À l'inverse, certains vont
vont réaliser, rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres besoins, voir des associations. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être prendre conscience de certaines choses et passer à l'acte. On a rarement l'occasion de rencontrer des personnes, des besoins différents dans la vie. On voit toujours les mêmes personnes. Et là, nous, on les pousse à s'engager, à aller rencontrer des personnes qui ont besoin. Alors certes, quand ils vont justement nettoyer une plage ou une forêt, ils ne font pas ça. Ils ont la partie sensibilisation, on leur explique l'intérêt au départ, parce qu'on rappelle que c'est important, quand on parlait au départ de repeindre une pièce, on dit que l'association, elle est quand même contente qu'on ait repeint sa pièce normalement. Si elle le fait juste toutes les semaines pour repeindre, ça ne vaut pas le coup, on est d'accord. Mais si elle avait un besoin de repeindre la pièce, ok, il n'y a pas eu d'échange, on espère qu'elle a présenté l'association au départ, on espère qu'elle a expliqué pourquoi et que ça a fait peut-être prendre conscience de ça aux collaborateurs, mais en tout cas, ça a permis au moins d'agir et d'agir pour l'intérêt général. Donc on engage le plus grand nombre, en se disant que certes, tout le monde ne va pas y retourner, mais qu'il y en a certains qui vont s'y mettre. Et que ça leur a permis déjà de rencontrer le monde associatif, d'embrasser une cause peut-être l'espace d'une heure, mais de la comprendre. Et donc, on est d'accord qu'ils ne vont pas tous passer à l'acte, mais si ça a permis à un petit pourcentage derrière de passer à l'acte, c'est important. Et je me souviens qu'on avait eu cette discussion avec deux associations. Une association qui disait « Moi, j'ai peu de missions, j'y réserve pour ceux qui me donnent de l'argent ». Et puis une autre qui m'avait dit « Mais moi, j'engage le plus grand nombre, et puis à la fin, on verra bien ». Celle qui a engagé le plus grand nombre, à la fin, elle s'est créée une communauté. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'elle a besoin d'activer, elle envoie un message et il s'engage. Donc peut-être que sur les 200 personnes formées, il y en a que 30 à la fin qui sont engagées. Mais ces 30-là, maintenant, c'est devenu des bénévoles à long terme, mais qui s'engagent tout le temps. Donc, certes, on a conscience. Et puis, juste une chose, faites-nous confiance, on n'est pas aussi en train de dire, après, on les envoie et ce que vous dites exactement. Moi, j'ai des questions où on arrive avec un grand nombre, de 14 à 16 tel jour en juin, vous trouvez-nous quelque chose. Et ça, nous, on les calme et on dit non, c'est pas possible, il faut de l'impact, il faut que ça serve à quelque chose, que ça réponde à un besoin, qu'il y ait un dialogue avec l'association. Et quand vous arrivez à une centaine, il n'y aura pas de dialogue, ça ne répond pas à un besoin, etc. Et nous, on leur dit ça. Donc, peut-être que certains vous contactent direct, mais nous, on a ce rôle aussi de canaliser pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on va faire une mission, ça répond vraiment à une demande et qu'il y a un impact. Et c'est en cela aussi, d'ailleurs, au sein de l'Alliance pour le mécénat de compétences, on organise en ce moment une mesure d'impact, avec l'aide d'ailleurs de Pro Bono Lab aussi, et on essaye de voir ça, et en tout cas, nous, on peut, et on veille à ce qu'il y ait un impact à chaque fois que les collaborateurs qui partent en mission. Merci Véronique. Il y a deux mains levées sur le chat, donc je vais vous autoriser le micro, Elina. Vous pouvez activer votre micro et je vous demanderai s'il vous plaît d'être brève, vu que le temps passe. Et on arrive bientôt à tout faire. Bonjour, Elina Hermini de la Fondation Groupe RATP. Je vais être en charge donc de l'expérience collaborateur très prochainement et je trouve que les débats ont enrichi en fait, m'ont éclairé déjà et ont enrichi vraiment les différents défis auxquels je vais être confrontée. La Fondation est une entreprise d'à peu près 60 000 salariés. Donc en fait, moi j'ai une question à poser à Martin. Est-ce que vous pensez que les plateformes collaboratives peuvent, comme on dit aujourd'hui, on a cité des termes très de start-up, peuvent onboarder des collaborateurs plus que peut-être des relations comme l'expliquait Fatem Zahra et d'autres, plus peuvent embarquer plus de personnes, en fait, ne serait-ce que parce qu'elles sont un outil aussi de médias, enfin un outil médiatique entre l'entreprise et l'association et les collaborateurs. Donc, c'était ma question. Vous avez bien dû comprendre que j'étais en phase de lancement d'un nouveau projet. Et donc, par contre, je valide complètement la position que chacun peut avoir sur l'intérêt de la relation. Hein, je pense que c'est le plus important. Et l'effet boule de neige que ça peut avoir auprès des collaborateurs. Mais mon souci était de savoir, est-ce que s'engager auprès d'une plateforme peut-elle inciter un peu plus les collaborateurs à s'engager. Voilà, c'était juste une question, si vous aviez du recul par rapport à ces éléments-là. Merci, Elina. De rien.
Pour répondre à la question, c'est oui, il n'y a aucun doute. Après, ça rejoint les échanges qu'on a eu là, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'engager et qu'il y ait plein de gens qui s'engagent, et donc il faut encore prendre des facettes avec ça. Mais pour répondre vraiment à votre question, oui, il n'y a aucun doute que des plateformes en tant qu'outil, ça vient démultiplier les opportunités d'engagement, ça permet de gagner du temps à côté entreprise notamment, parce qu'en fait, ce que vous faisiez avant à la main, par mail, dans des Excel, en fait, tout est automatisé dans une plateforme. Ça donne accès à potentiellement beaucoup, des centaines d'associations, des milliers de missions disponibles. Et donc, ça permet un plus large choix des possibles aux collaborateurs. Donc, pour répondre vraiment à la question stricto sensu, aucun doute, et on le voit tous les jours avec les 300 entreprises qui travaillent avec nous, elles font plus que ce qu'elles faisaient sans nous. Après, elles font, c'est là où il faut le prendre avec des pincettes, elles font peut-être autrement aussi, et il faut toujours questionner ces notions d'impact, de qu'est-ce que ça veut dire 2000 salariés sur 10 000 qui s'engagent, est-ce que c'est utile ou pas. Et la vraie question, elle est derrière, mais peut-être dans un temps 2, quoi, mais oui, ça engage plus de monde. Merci Martin. On va prendre une question ou un témoignage de Nathalie dans le chat. Donc je vais autoriser votre micro, Nathalie. Normalement. Nathalie, vous pouvez activer votre micro pour qu'on vous entende. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Nathalie Martin de la Fondation Swiss Life. Merci en tout cas à tous pour votre témoignage qui sont très complémentaires les uns des autres. Alors, moi, je suis intimement convaincue qu'effectivement, quand on s'engage avec une association, il faut que ce soit, alors sur le long terme, enfin à minima 3 ans. Après, je dirais qu'on reçoit de plus en plus de pression, je dirais, de l'entreprise pour qu'il y ait de plus en plus de collaborateurs qui s'engagent. C'est vrai qu'on a quelque chose que c'est le Saint Graal, c'est la marque employeur, c'est formidable. Le problème, c'est que, comme tous, la fondation, elle a généralement des axes stratégiques avec des missions qui ne conviennent peut-être pas à tous les collaborateurs. Du coup, on s'est dit, eh ben, miracle, les plateformes d'engagement vont nous permettre d'offrir plus de missions, plus de diversité dans l'offre. Moi, je suis assez convaincue qu'une plateforme, c'est bien parce que ça nous donne une visibilité sur tout ce qu'on peut faire. Mais je pense que quand on va la créer, il faut vraiment dire que les associations que l'on va proposer pourront aller au-delà de ce que fait la Fondation, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir des choses autour de l'éducation, du handicap, du mieux vivre ensemble, du soutien pour les femmes, etc. Mais je souhaite vraiment qu'on travaille sur du 3 ans avec les associations. Mais du coup, il faut qu'on les connaisse, ces associations. Et la plateforme me permet d'avoir une visibilité sur tout le territoire, et ça, c'est très bien. Avant de choisir, il va falloir d'une manière ou d'une autre qu'on voit un peu. Et c'est pour ça que ces journées, alors j'aime pas du tout ce team building associatif, mais enfin c'est un petit peu, je comprends très bien qu'il prend du temps de votre côté. Donc je suis assez favorable pour quand on fait une journée ou une demi-journée, on verse une certaine somme à l'association plutôt qu'à une plateforme ou un intermédiaire. Quel est le bon montant? Quel est le juste montant que vous estimez pour proposer cette demi-journée? Et je pense qu'il faut l'appeler effectivement découverte d'une association, parce que c'est après, effectivement, qu'on mettra en place un partenariat sur quelques années. Voilà, donc quel est le bon prix pour vous qu'on pourrait demander à une fondation ou à une entreprise qui veut faire des demi-journées de solidarité? Voilà, quel est le prix raisonnable? Merci Nathalie. Et alors j'en profite avant de donner la parole. On a aussi un témoignage dans le chat qui nous dit que l'engagement est grandement facilité par la plateforme, mais qu'il faut cependant une équipe interne pour animer l'expérience collaborateur et la relation avec les associations, et que ça c'est absolument nécessaire. Et on a une question que je vous pose en même temps que celle sur le juste prix. Est-ce qu'on a une visibilité sur des salariés qui s'engageraient par la suite dans les gouvernances
d'associations, les suppléments des bénévoles dirigeants étant un sujet de plus en plus prégnant, ça pourrait être intéressant d'avoir cette vision. Donc peut-être mon expérience fait Zara, et puis ensuite on prendra une ou deux. Alors plus, ceux qui pourront rester parmi nous en présentiel, on pourra continuer les échanges, et du coup on restera aussi à distance après s'il y en a qui veulent continuer les échanges. Mais voilà, on arrive à 10h. Donc techniquement, il ne nous reste pas de minutes. Donc non. Je n'ai pas très bien compris la question, excuse-moi. Alors, la première question, c'était quel est le juste prix pour une demi-journée? Ça, c'est en fonction de chaque structure, des frais, des coûts liés à l'organisation de la journée. Donc, c'est extrêmement variable. Et je pense que chaque structure pourrait être en capacité de pouvoir chiffrer concrètement ce que ça représente. Donc, je ne peux pas donner un chiffre, mais c'est vraiment en fonction de chaque structure. Et la deuxième question. C'était est-ce que tu as connaissance de bénévoles qui sont rentrés par des missions de multinet compétences qui seraient restés et intégrés dans la gouvernance, parce que c'est un gros sujet? Alors, pas qui ont été intégrés à la gouvernance, mais qui sont aujourd'hui on a créé un vivier, un collectif en fait, de bénévoles qu'on peut engager au-delà en fait, de leur entreprise, qui ont parfois quitté l'entreprise avec laquelle ils s'étaient engagés au départ avec nous. Donc oui, ça crée un vivier de bénévoles et de ressources qui est extrêmement intéressant pour les associations. Et je rejoins exactement ce qu'a dit la personne sur le chat. En effet, nous, c'est essentiel pour nous d'avoir des interlocuteurs au sein des entreprises pour pouvoir travailler sur la conception de ces missions. Et donc, nous, en tout cas, on a grand plaisir à travailler avec ces équipes pour vraiment mettre en place des missions qui soient le mieux calibrées possible, à la fois pour nous et pour les salariés qui s'engagent. Merci. Alors, on avait 4. Je vous demanderai d'être court et du coup de se parler. Par rapport à Sophie Manou, pardon, de notation des j'ai compris que ça ne rendait pas une culture. Elle touche au tout début. Donc le débat est super intéressant pour avoir justement toutes les visions. La question que je me posais, c'était par rapport, vous avez parlé de l'entreprise comme étant une association, je comprends que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis après, vous avez parlé aussi de l'association qui veut développer des prestations de services, etc. Je voyais madame qui réagissait un peu. Est-ce que justement le modèle des plateformes, enfin, le modèle associatif, le modèle société, est-ce que ça change quelque chose par rapport aux relations entre l'entreprise et l'association? Et puis, comment on peut positionner par rapport à cette. Je ne sais pas forcément, je me dis que quelques euros quand même de l'association, elle a aussi vraiment un objet social, enfin une finalité. Donc voilà, c'était pour avoir vos retours pour l'instant. Après, je te laisse être très court. On va donner la parole à tout le monde et ensuite, vous pourrez à la limite dire quelques mots. Et quitte à échanger, parce que ceux qui ont encore un peu de temps, d'avoir des pics pour animer un temps d'eux. Désolée, on va créer un peu de frustration. Ça fait partie du jeu. Mais voilà, il y a une suite à donner à tout ça, donc on puisse aussi vous libérer pas trop en retard. Merci. Bonjour, moi je suis Amélie Pedro de la Fondation Politique. Et en fait, je suis très intéressée et parfois surprise parce que les fondations en ce moment, enfin beaucoup de fondations en ce moment travaillent sur le changement systémique. On essaie justement de sortir du soutien réparateur, en plus à essayer de voir comment soutenir l'intérêt général et des actions en profondeur plutôt que de donner de temps en temps des petits coups de ripola, pour reprendre la citation, pour essayer de voir comment on peut essayer de changer les choses. Je pense qu'il y a vraiment une vraie réflexion à avoir de la part de l'entreprise, de la part des collaborateurs et de la fondation et des associations sur un alignement des objectifs. On a tous des besoins et effectivement on a tous des objectifs, mais il y a un moment donné, il va falloir penser au changement systémique. Et quand j'entends aussi des fois des associations ou des structures, des entreprises qui commencent à parler de prestations de services à des associations, là je dis gros warning. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je pense qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et on peut pas Et je dis attention aux entreprises qui commencent à réfléchir à ce type d'engagement en disant mais combien vous serez prêts à vous association si on vous paye? Parce que ce n'est pas l'objet de l'association, ce n'est pas un prestataire de service. Après, j'entends tout à fait qu'il y a un problème sur le modèle économique, c'est une autre question,
Mais voilà, c'est juste sur le côté étonnement et warning sur l'alignement de tout le monde pour qu'on n'oublie pas les intérêts de chacun. Merci aussi, merci Émilie. Benjamin, à toi, et je vais te demander de parler très fort parce que dans le chat, ça ne donne pas forcément très bien. Enfin, très fort. Donc, Benjamin Blavier, article 1. Et je parle aussi au nom d'un certain nombre de voilà, grandes assos, en tout cas assos consommatrices de temps bénévoles, des assos du collectif Mentora, des assos d'ascenseurs, quelques-uns avec Proxité, Capture du Talent, la Travail Solidaire. En gros, on doit représenter à peu près 70 000 collaborateurs engagés par an essentiellement sur les actions de mentorat. On a noué une discussion, et vraiment je les en remercie avec les plateformes, et je les cite parce que ce n'était pas pour les conditions qu'elles le fassent, donc vendredi, Ménalie en particulier, Nicolas également. Et on a discuté ensemble, effectivement, parce qu'on veut dire qu'on a des intérêts divergents. Je le dis, on a des intérêts des fois divergents, ce ne sont pas toujours faciles. On voit bien qu'il y a une forme de régulation qui doit se mettre en place et qui n'est pas complètement simple. Alors, deux choses sur les écueils que vous avez cités, on les voit régulièrement. Et moi, vraiment, je vous invite, en tant que fondation et en tant qu'entreprise, à en prendre conscience. L'écueil financier, il est évident. Moi, je peux vous citer plein de cas, de situations d'entreprises qui nous ont dit désolé, on ne vous finance plus, parce qu'on finance déjà la plateforme. C'est très courant, ça nous arrive. Une entreprise, il y a un problème de création de valeur aussi, l'entreprise qui nous demande, par exemple, de mettre le reporting sur une plateforme, alors que le reporting déjà, c'est un double travail, payé par qui, pour l'instant, c'est un mystère. Donc voilà, on a des vrais enjeux sur le financement, il faut que vous en ayez conscience. C'est un problème économique qui n'est pas encore résolu. On a un deuxième enjeu, je pense aussi, qui est extrêmement important, autour de, finalement, il ne faut pas que vous ayez en tête que la relation avec une plateforme pourra vous économiser à terme le temps, l'impact de la relation avec l'association en général. Voilà, parce que la finesse de l'appréciation du travail d'une association d'intérêt général qui est au cœur de la relation avec le public, qui va voir ce que personne ne va voir sur le terrain, voilà, vous n'aurez pas exactement le reflet de ce qui se passe si vous passez effectivement par les plateformes le savent bien. Donc voilà, ne pensez pas que ça va vous économiser ce travail fastidieux de la relation avec les associations. Je vous dis fastidieux parce qu'on voit bien, beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer, qui disent c'est compliqué d'aller dans le monde associatif, donc la plateforme c'est très bien, ça m'éclaire toutes les dates, c'est parfait pour un premier pas, et après il va falloir que vous choisissiez avec qui vous avez envie de vous investir sur la durée. Au-delà de ça, moi j'ai une vraie question, au-delà de la question d'engagement des collaborateurs, sur peut-être quelques pistes qui ont été ouvertes, et c'est peut-être une prochaine table ronde sur toujours la relation avec les plateformes, c'est au-delà de l'engagement des collaborateurs, moi je m'interroge vraiment sur, en particulier pour les plateformes lucratives, sur leur légitimité à être dans un rôle d'orientation et de prescription des entreprises pour aller vers tel ou tel acteur associé. Qu'est-ce qui nous garantit, dans votre manière de travailler avec les associations, que vous allez être objectif dans votre façon d'orienter les entreprises vers tel ou tel assaut et que ça ne sera pas sur des critères financiers? Ça me pose une vraie question, et quand j'entends aussi, quand je vois certaines entreprises qui maintenant passent par des plateformes lucratives pour gérer des attributions de financement, je ne vous cache pas que je suis là aussi très inquiet sur les modalités d'indépendance, de respect des critères exclusivement d'intérêt général et de non-lucrativité qui vont être respectés. Donc voilà, ce sont des questions que je pose. Je ne veux pas caricaturer, je ne suis pas de l'ancien monde, j'ai conscience que les plateformes sont nécessaires et qu'il faut s'inscrire dans la durée dans le travail avec elles. Et je pose des vraies questions, à mon avis, des vraies questions de régulation. Il vaut mieux qu'on le fasse dans ce dialogue à trois, entreprises, assos et plateformes, plutôt que de pouvoir imposer un jour par l'État. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a encore des vraies grosses questions que l'on doit adresser ensemble. Dernier. Il y avait, vous avez, moi c'était l'Arche, Soline, responsable des partenariats entreprises, juste des pistes de réflexion sur comment aller au-delà de la journée solidaire ou du team building et comment construire le partenariat justement sur comment les plateformes peuvent permettre de construire un partenariat plus sur le long terme qui engage l'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise en termes d'engagement RSE. Il y a plein d'autres pistes, aussi bien de financement, d'engagement, de bénévolat qui peuvent être exploités au-delà de la journée solidaire qui se passe en association. Donc c'est peut-être plus lancer une piste de réflexion
la RSE et ce que les associations peuvent apporter à la RSE. Merci. Et du coup, je suis désolée, on va clôturer parce que sinon, il est déjà 10h06, on va pas se partir. Je vais redonner la parole à Agathe et Yann pour quelques minutes pour clôturer. Et puis, ce sera l'occasion de vous remercier tous d'être venus. Oui, alors merci à toutes et à tous. Pour les entreprises pour la cité, et peut-être pour Benoît, on verra comment on continue notre réflexion et peut-être action commune sur le sujet. Mais ce que j'ai compris, notamment avec cette dernière question, c'est qu'en tant que réseau d'entreprise, on a probablement un rôle à jouer sur la pédagogie auprès des entreprises et la sensibilisation au nouveau rôle, responsabilité, à la valeur ajoutée de chacune des parties prenantes pour qu'il n'y ait pas de fantasme autour de l'outil qui a été présenté en tant que tel. En fait, on a parlé de temporalité et de chiffres. Et c'est vrai qu'on peut être tenté, quand on se met sur une politique d'engagement collaborateur, de vouloir faire vite et beaucoup. Et vite et beaucoup, ça ressemble beaucoup à la solution digitale. Et on voit bien, l'outil n'est pas, la solution en tant que telle, ça doit être accompagné, et notamment de la compréhension des rôles de chacun, et surtout de là où se place la valeur ajoutée. Et puis, alors moi, ça, je m'en suis rendu compte un peu ce matin, mais le fait que pour certaines entreprises, l'engagement collaborateur peut être une alternative au mécénat financier, ça pose question parce que, voilà, je l'ai rappelé Fatem Zahra, l'ingénierie des programmes associatifs coûte de l'argent, et ce ne sont pas les collaborateurs d'entreprise qui peuvent s'y coller, et parfois ce ne sont pas les collaborateurs d'entreprise qui peuvent déployer. Et donc, s'il y a un déplacement et du besoin, en tout cas quelque chose de facile vers lequel on peut glisser en disant bah, moi, ma valeur ajoutée en entreprise, c'est mettre à disposition des collaborateurs, ça peut être très vertueux, ça peut ne pas suffire, et en tout cas, si tout le monde se met à faire ça, ça va poser un problème rapidement. Et donc là aussi, en tant que réseau d'entreprise, on peut avoir eh bien, un rôle de sensibilisation et de pédagogie. Et puis, sur le dernier volet et sur votre dernière question. La sensibilisation dans le meilleur des cas, parce que en termes de murs, voilà, on peut avoir un contact rapide et une introduction, et puis surtout on ne peut pas des tous les mois, donc on va vite s'essouffler. Donc travailler en revanche sur comment, et à condition que ce soit utile, et à condition que ce soit la bonne temporalité aussi pour la sensibilisation, parce que parfois l'association a besoin d'agir et pas tout de suite de sensibiliser, essayer de travailler avec les entreprises pour leur faire comprendre qu'il y a des formats d'engagement qui seront peut-être possibles, mais pas tout de suite, et voilà, bien distinguer ce qui relève de la sensibilisation et de l'action. Merci. Et pour conclure avec quelques mots, et on restera là, moi je suis certaine d'une chose, c'est que si on veut que ce modèle fonctionne, que ce soit qu'on l'appelle le pro bono, le mécénat de compétences, ce partage de compétences qui passe par des outils, qui a besoin de ces services-là pour toucher une quantité, on doit absolument prendre soin du besoin associatif. Parce que rappelons-nous que sans association, il y a un besoin de temps, de bras, de compétences. Il n'y a pas d'engagement collaborateur-collaboratrice, il n'y a pas de plateforme. Donc la valeur qu'il y a derrière, c'est quand même bien l'association qui lève la main en disant « j'ai besoin de temps, j'ai besoin de compétences, j'ai besoin de bras ». Donc c'est le début même de l'histoire, il est là. Donc prenons soin de ce besoin-là, et j'ai l'impression qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour se dire ça. Et ça va être de notre rôle, et c'est là où on se rend compte qu'un LEPC ou un Codonab a aussi une place pour faire émerger ces sujets-là et les traiter. Donc on va continuer de les questionner et de les faire avancer. Je pense que ça, c'est une des choses que je note ici.
prendre soin de ce besoin tout en ayant en tête les contraintes des uns et des autres. Et sans ça, on ne pourra pas avancer dans le bon sens, mais c'est en ayant ces éléments-là qu'on pourra proposer des pistes construites qui nous permettront d'avancer les uns avec les autres. Véronique, vous disiez quelque chose que j'ai trouvé, moi, qui m'a touchée, quand vous disiez on n'est pas là pour les associations, on ne va pas inventer, enfin les associations ne doivent pas inventer quelque chose pour nous faire plaisir si ça existe. Les associations, hélas, parce qu'on a une pression financière telle, on est parfois à même de dire à un mécène, bah oui, pour vous faire plaisir, on va prendre 2 heures de notre temps, et on ne va pas dire que c'est pour vous faire plaisir, on va dire en fait que c'est OK. On va prendre 2 heures de notre temps pour garder le lien avec le mécène, pour garder le lien avec la subvention dont on a besoin. Donc en fait, on a une pression financière qui est telle que parfois, on n'ose pas dire non. Et peut-être qu'il y a un apprentissage côté associatif, collectif, qu'on doit impulser, de savoir dire non, d'accepter de dire non, parce que derrière, il y aura peut-être moins d'enjeux à ne pas avoir une prestation, une subvention, un mécénat. Donc ça, il y a un sujet aussi là-dessus, peut-être qu'on verra comment on peut le traiter, mais apprendre à dire non quand on est dans le monde associatif et ne pas avoir peur que son mécène se rétracte, il y a un joli sujet et je pense qu'on a beaucoup d'associations à l'avoir entendu. Et moi, en tant que déléguée générale de fondation, j'ai découvert en interrogeant les associations que je soutenais quand j'étais à la fondation Pierre et Vacances Center Parks, qu'en fait, elles m'avaient dit oui à des choses qui ne les intéressaient pas du tout. Et pourtant, j'y allais avec la meilleure intention du monde. Donc, apprendre à dire non et continuer à se sensibiliser les uns les autres sur une association, parfois, ne sait pas dire non. Et puis, peut-être dernière chose, ce fameux KPI de l'engagement sur un temps long, de le réitérer, il y a peut-être une piste là d'avancée très concrète en entreprise. Et Véronique aussi, c'est cette idée que vous donniez, savoir s'il y a des gens qui se réengagent sur un temps long, bah, mesurons-le. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on le mesure peu. En tout cas, on a souvent cette donnée 20% engagés, 1 fois, 2 fois, 10 fois, on ne sait pas. Parlons de 20% engagés 10 fois dans l'année. Peut-être 2% de salariés qui sont devenus des bénévoles sur leur temps personnel. Là, on crée un vrai lien entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Un dernier point, et je vous ramène vers ce fameux rapport du HCBA, où il y a 3 logiques, et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ces logiques, et j'en finirai là, c'est pour continuer à prendre un peu de hauteur. Il y a une logique qui est mentionnée dans ce rapport, une logique de marché, on la connaît, c'est la logique de l'entreprise dans laquelle on est. Une logique de délégation de services publics, et les associations savent très bien de quoi on parle, donc on devient prestataire de l'État pour remplir des besoins sociétaux qui ne sont pas remplis aujourd'hui par notre État d'État. Et il y a une logique de société civile dont sont plutôt, aujourd'hui, c'est plutôt les associations qui sont à l'œuvre dans ces logiques. Ces logiques aujourd'hui sont en confrontation, ou en tout cas en lien, qu'elles se confrontent ou pas, mais c'est en gardant en tête ces 3 logiques de marché qu'on peut comprendre parfois qu'on ne se comprenne pas et de prendre le temps de remettre justement du dialogue et de l'échange pour essayer de bien saisir les réalités qui sont les nôtres et d'accepter de prendre ce temps d'écoute pour mieux se comprendre et mieux œuvrer ensemble dans un temps long, parce qu'on sait qu'il y a quand même des sacrés défis sociétaux et c'est ensemble qu'on arrivera à les résoudre. Sur ces belles paroles, je vous propose qu'on se quitte là. Charlotte, tu veux... Quelques secondes à votre termine, effectivement, ça revient avec l'atelier qu'on organise le 20 juin prochain pour les structures qui se présentent aujourd'hui, notamment l'entreprise des conventions, la s'interroge sur l'engagement de leurs équipes. Et on organise justement avec Camille et ici un atelier à destination des entreprises, des fondations d'entreprises qui s'interrogent sur le sujet de la réflexion en de là qui est précis sur ce que je vais dire. Donc, si vous êtes intéressé, c'est vraiment nous voir à la fin de ce temps. Merci. Et un événement aussi côté les entreprises pour la cité qu'on vous a mis sur ce joli écran. Donc n'hésitez pas à nous faire signe, à vous inscrire, à continuer d'animer ces échanges. Et nous, avec Yann et les équipes, on va se poser la question de comment on donne vie à un temps numéro 2. Merci pour votre patience. Merci. Merci. Il y a du jus, il y a des viennoiseries, comme ce serait dommage.